Salut à tous et bienvenue à cette sixième vidéo ou septième, je ne sais pas trop, où nous allons débuter avec la combinaison des opérateurs pour enfin aboutir à des conditions dans le vrai sens du mot. Ok, je vais ouvrir mon éditeur des textes qui est Sublime Text. Je commence par déclarer trois variables. On met condition 1 et la deuxième condition D, ainsi que la troisième qui sera la variable résultat. Ici, ce qu'on doit savoir, c'est que la variable condition 1 sera égale juste à... Ici, on essaie donc on essaie de nous introduire pas à pas aux conditions. On va commencer d'abord par combiner quelques opérateurs. Après, on pourra commencer avec les conditions. Ok, vers condition D sera égal à D qui doit être supérieur à 8. Puis oh, désolé, notre variable résultat sera égal à la condition 1 et la condition D. J'espère que vous vous souvenez de ces signes, on les a utilisés dans la vidéo précédente. Celui-là c'est pour et, donc qui veut dire que pour que la variable résultat soit vérifiée, il faut que la condition 1 ainsi que la condition D soient vérifiées, donc qu'ils soient tous vrais. Ici on peut voir que condition 1 qui est égal à 8 supérieur à D, là on peut dire que celui-là, cette condition ou celle-là, elle est vérifiée. La condition numéro D, et on peut remarquer qu'elle n'est pas vérifiée parce que D n'est pas supérieur à 8. Du coup ici on a false. Et si on faisait l'alerte de notre variable résultat, j'espère que vous pouvez déjà deviner ce que ça va nous donner. Je vais dans mon navigateur et j'actualise et vous remarquez que ça nous donne false, tout simplement parce que de tous les côtés on n'a pas, donc la condition n'a pas été vérifiée. Ok, et c'est là nous introduit directement à ce qu'on va appeler les conditions. Ok, d'abord on doit savoir à quoi servent les conditions. Ok, à quoi ils servent. On a déjà vu les opérateurs conditionnés juste avant qui permettaient d'obtenir un résultat aussi. Effectivement, nous arrivions aussi à obtenir un résultat sous forme de booléen, mais c'est tout. Maintenant, il sera bien que ces résultats puissent influer sur l'exécution de votre code. On n'a pas juste besoin d'avoir que ça nous retourne true ou false, mais nous voulons que ça puisse avoir de l'influence sur notre code. Donc, on va voir, je vais vous écrire un petit code JavaScript qui va nous illustrer un peu toutes ces théories. If true, donc if true, donc si notre condition nous retourne true, désolé, on aura alerte, disons on a eu un true virgule à la condition et donc vérifier, désolé pour les accents. Maintenant on peut juste écrire en bas if false, donc si la condition qui est là dans if retourne false, ici on dit alerte, pas la peine d'insister, ces messages ne s'affichera pas. Ok, ici c'est tout, c'est très simple. Donc si notre condition retourne true, notre alerte va s'afficher, mais si elle retourne false, ce qui à l'intérieur de nos deux
disons que les accolades ne va pas s'afficher. Quand la condition a retourné false, ça va passer, ça ne va plus voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre condition. Ok, on voit ça dans notre navigateur. On n'aura qu'un seul alerte. On a I true, la condition est donc vérifiée. Mais pour le deuxième cas, ça va juste passer, ça ne va pas faire, donc ça va pas afficher le deuxième pop-up. Ok, et ça c'est donc maintenant pour parler de la structure, ce qu'on doit savoir, il y a un if qu'on met d'abord et puis des parenthèses qui contiennent la condition à analyser. Ici on doit mettre une condition, soit par exemple if 8 désolé est supérieur à D, ça va nous afficher cela. Et ici if par exemple on va mettre quelque chose de faux, 1 est inférieur à D. Comme vous pouvez voir là, ça c'est vérifié. Et pour l'autre cas, oh j'ai mis une connerie, j'ai mis quelque chose de vrai, désolé. 1 est supérieur à D. Ok, ok, ok. Mais aussi on doit savoir qu'on doit aussi avoir des accolades qui vont nous permettre de définir la portion des codes qui sera exécutée si la condition se vérifie. À noter que nous plaçons ici la première accolade, c'est là, ou c'est là bien sûr. Enfin, donc la première accolade à la fin de la première ligne des conditions, mais vous pouvez très bien la placer comme vous le souhaitez en dessous par exemple. Donc juste là ou juste là en dessous, c'est naze comme remarque, mais c'est un peu ça. Ok, maintenant on va essayer de combiner ces conditions. Par exemple D qui est inférieur à 8, on met un nœud 8 désolé doit être supérieur ou égal à 4. Ici, si la condition est vérifiée, on va mettre un petit alerte. La condition est bien vérifiée. Ok, on va mettre aussi une condition qui ne sera pas vérifiée. If D est supérieur à 8 et donc ça c'est où l'opérateur logique où 8 est inférieur ou égal à 4. Je vais copier ces codes et les mettre ici à l'intérieur. Ici j'ai dit la condition n'est pas vérifiée. Ici comme on avait vu dans les vidéos précédentes, pour mettre un apostrophe à l'intérieur d'une condition comme celle-là, il faut l'échapper avec l'anti-slash, mais mon clavier est un peu bizarre, du coup je ne vais pas mettre cela, mais on met l'anti-slash tout juste avant d'écrire l'apostrophe, comme ça on échappe l'apostrophe qu'on va écrire. Ici la condition n'est pas vérifiée, mais aussi il y a une autre façon de faire, il faut juste mettre les doubles côtes aux extrémités de notre alerte. La condition n'est pas vérifiée. Si je vais dans mon navigateur voir ce que ça donne, on voit bien notre premier message, et pour le deuxième ça n'affiche que dalle, tout simplement parce que la deuxième condition n'est pas vérifiée. Ok, on va passer, avant de passer à la fonction suivante ou à la condition suivante je voulais dire, nous allons voir quelque chose qu'on appelle la fonction confirme. Ok, ici nous allons apprendre donc l'utilisation de cette fonction qui est bien pratique, qui est la condition confirme. Son utilisation est simple, on lui passe un paramètre
On y passe en paramètre une chaîne de caractères qui sera affichée à l'écran et elle retourne un booléen en fonction de l'action de l'utilisateur. On va essayer cela histoire que vous compreniez mieux parce qu'on dit que la pratique est mieux que la théorie. Confirme qui est notre fonction. On n'oublie pas de mettre des parenthèses, puis on met notre chaîne de caractères au milieu. Genre, voulez-vous exécuter les codes JavaScript de cette page? Alerte, donc si oui, on va juste dire les codes a bien été, désolé pour les accents, exécuté. Si j'essaie ça dans mon navigateur, j'actualise, ça me demande voulez-vous exécuter les codes JavaScript de cette page, je dis ok. Et chez Kibom, ça dit les codes a bien été exécuté. Ok, ça c'était une fonction qu'on appelle la fonction confirme. Donc, elle s'écrit de la sorte. Et sans oublier des parenthèses. Et au milieu de ces parenthèses, on doit mettre des chaînes de donc une chaîne de caractères qui va s'afficher à l'écran de l'utilisateur. Ok. Et comme vous aurez pu le constater, les codes s'exécutent lorsque vous cliquez sur le bouton OK dans le navigateur et ne s'exécute pas. On peut revoir ça. Si j'appuie sur console, le code ne va pas s'exécuter. Mais si j'ai fait OK, ça va exécuter les codes qu'on a écrits à l'intérieur. Donc à l'intérieur de notre condition qui est celui-là. OK. Admettons maintenant que vous souhaitez exécuter un code suite à la vérification d'une condition et exécuter un autre code si elle n'est pas vérifiée. Il est possible de le faire avec des conditions if, mais il existe une solution beaucoup plus simple, la structure else. Ok. Vous pouvez bien sûr faire des conditions où donc la deuxième condition qui aura les contraires de la première, mais la structure else nous permet de les faire plus facilement. Ici on a juste à écrire else qui veut juste dire sinon, si notre condition n'est pas exécutée, on va alerter à l'écran de l'utilisateur les codes. Oh, il faut que je mette mes doubles codes. N'a pas été exécuté. Désolé pour les accents encore. Donc si je mets dans mon navigateur, j'actualise, ça me dit voulez-vous exécuter les codes de JavaScript de cette page? J'ai dit non. Et bien comme vous pouvez les voir, ça applique ma condition else qui contient juste l'alerte, les codes n'a pas été exécuté. Ok. Mais si par exemple j'ai dit ok, ça va bien m'exécuter donc les codes qui est dans donc les premières accolades quoi. Ok. C'est bien ça. Bien. Vous savez exécuter du code si une condition se vérifie et si elle ne se vérifie pas. Mais il serait bien aussi de savoir fonctionner de la façon suivante. Une première condition est attestée, une deuxième condition est présente et sera testée si la première échoue. Et si aucune condition ne se vérifie, la structure else fait alors son travail. Cette espèce de cheminement est bien pratique pour tester plusieurs conditions à la fois et exécuter leur code correspondant. La structure else if permet cela. C'est une structure qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous illustrer ça dans un bout de code. On va déclarer une variable de tâche, ok. On la convertit en int. Donc elle va contenir un entier et cet entier nous sera entré par l'utilisateur via la fonction prompt où on écrit à l'utilisateur entrer les pages où l'ascenseur
doit se rendre. Et puis on lui met quelques indices dedans, dans des parenthèses. Démodé à 30. Ok. Maintenant ici on va tester ce que donc on va tester la valeur que l'utilisateur nous aura entrée. Et cette valeur, bien sûr, comme vous pouvez le savoir, vous devez le savoir normalement, elle est stockée dans notre variable étage. Du coup, c'est ici qu'on va faire nos vérifications. If étage est égal à 0, on doit afficher à l'écran de l'utilisateur vous trouvez déjà au rez-de-chaussée else. Maintenant sinon donc si la valeur d'étage est différente de 0, donc c'est un else if en fait. Sinon si, qui est la structure qu'on est en train d'étudier maintenant, d est inférieur ou égal à notre variable étage et notre variable étage est supérieur ou égal à 30. Ici on va alerter, donc on va afficher à l'écran de l'utilisateur direction l'étage numéro. Je vais me passer des petits symboles que je devrais normalement mettre là. On met l'étage que l'utilisateur a. Après on met un petit point d'exclamation à la fin. Maintenant si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, on va afficher à l'écran de l'utilisateur l'étage spécifié n'existe pas. Alors si on essaie ça dans notre navigateur, ça me dit d'entrer l'étage où l'ascenseur doit se rendre et ça dit que ça doit être démodé à 30. J'écris par exemple 5 et ça m'affiche direction d'étage numéro 5. Ok. Si j'actualise maintenant, je mets un chiffre qui n'est pas parmi ce qu'on a dit que l'utilisateur doit mettre, histoire que toutes les conditions ne soient pas vérifiées. Je mets 60. L'étage spécifié n'existe pas. Ok. Ici maintenant, pour vérifier la première condition, je vais donner comme étage 0 et ici ça va nous afficher que nous nous trouvons au rez-de-chaussée. Ok. À noter que la structure else if peut être utilisée plusieurs fois de suite. La seule chose qui est nécessaire pour pouvoir fonctionner est d'avoir une condition avec la structure if juste avant elle. Donc on doit s'assurer d'avoir un if avant qu'on puisse mettre un else après. Ok. Maintenant on va voir une autre condition qui est la condition switch. Ok.
Après avoir étudié les fonctionnements de la fonction if-else qui est très utile dans de nombreux cas, toutefois elle n'est pas très pratique pour faire du cas par cas. C'est là qu'intervient maintenant la condition switch. On va prendre un exemple où nous avons un meuble avec 4 tiroirs contenant chacun des objets différents. Et il faut que l'utilisateur puisse connaître le contenu du tiroir dont il entre les chiffres. Si nous voulions les faire avec donc la structure if-else, ce serait assez long et fastidieux. Donc, ok. Maintenant, la structure switch va nous faciliter, c'est là. Mais avant qu'on fasse tout ça, on va l'écrire à if-else histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemblera. Je mets la vidéo en pause. Quand je vais reprendre la vidéo, j'aurai déjà tout écrit. Bien alors, comme vous pouvez le voir ici, on a déclaré une variable tiroir qui va contenir un chiffre de 1 à 4 et ces chiffres seront rentrés par l'utilisateur via notre fonction prompt. Maintenant ici, juste en bas, on a commencé à tester donc la valeur que l'utilisateur va entrer dans notre variable tiroir. Ici, on a commencé par exemple si l'utilisateur entrait un A, ça va lui alerter ces messages ici. S'il entrait D, s'il entrait 3, s'il entrait 4. Et maintenant, s'il n'a entré aucun des chiffres que nous, on a mis, donc, par exemple, dans notre cas ici, c'est d'un 1 à 4, donc on a 4 tiroirs dont chacun des tiroirs contient des éléments. Et si l'utilisateur, par exemple, a choisi le tiroir numéro D, ça va afficher les contenus. Et dans les cas où il choisit un chiffre que nous, on ne connaît pas, comme nous ici, on n'a que 4 tiroirs, donc c'est de 1 à 4. Si par exemple, il nous entre 5, on va nous dire que le meuble ne contient que 4 tiroirs. Et jusqu'à preuve du contraire, les tiroirs négatifs n'existaient pas. Donc, dans les cas où il écrit un truc négatif, ok. On va tester ça dans notre navigateur. Ça nous dit choisir les tiroirs à ouvrir. Je mets les tiroirs numéro D. Et comme vous pouvez les voir, ça nous dit que les tiroirs numéro D contient du matériel informatique, des câbles, des composants, etc. Et ainsi de suite pour les autres. Prenez le temps de les tester autant que vous voulez. Mais les fonctionnements, quand je l'ai expliqué, c'est celui-là. Maintenant, avec les if-else, comme vous pouvez le remarquer, c'est un code très long et très fatigant à écrire. Nous, ce qu'on va maintenant utiliser, on va utiliser la structure switch. Bien alors, comme vous avez pu le remarquer, avec la structure else if, c'est très long et en plus de cela, ce n'est pas très adapté à ce que l'on souhaitait faire. Le plus gros problème est de devoir écrire à chaque fois la condition. Mais avec switch, c'est un peu plus simple parce qu'on va juste tester avec la variable qu'on a déclarée juste en haut. On n'aura pas besoin d'écrire if tiroir est égal à 1 ou if tiroir est égal à D, non. Ça sera plus facile, on aura des cas, par exemple dans les cas où la variable tiroir sera égale à 1, on affiche un texte et la deuxième condition va juste écrire case 2 or 3, donc des trucs comme ça. Ok, je vais mettre la vidéo sur pause et écrire tout ça et après je vais vous montrer. Ici on déclare switch juste en haut, on met la variable à tester et puis on va commencer à mettre des cas. Par exemple, dans les cas où notre variable sera égale à 1, on va afficher les contenus de ces blocs, donc de ces blocs là. Dans les cas où l'utilisateur a entré D, ça affiche là et 3 et 4. Maintenant, dans les cas où l'utilisateur entre une valeur qu'on ne reconnaît pas, donc une valeur que nous on n'a pas vérifié, ça va afficher ce qui est donc les contenus de ces blocs default. Ok, on va essayer ça dans notre navigateur. On actualise la page et ça nous dit de choisir le tiroir à ouvrir. J'ouvre par exemple le tiroir numéro D et ça nous dit contient des matériaux informatiques. C'est sûrement les mêmes tiroirs qu'on a ouvert dans les premiers codes.
On va essayer d'ouvrir le tiroir numéro 3. Oups. Comme on l'a écrit dans les codes, le tiroir numéro 3 est fermé à clé. Dommage. On essaie d'ouvrir le tiroir numéro 4. Et comme vous pouvez le remarquer, ça nous dit que le tiroir numéro 4 contient des vêtements, des chemises, des pantalons, etc. Ok. Comme vous avez pu le constater, le code n'est pas spécialement plus court, mais il est déjà mis et organisé, comme je l'ai dit, et donc plus compréhensible. Et si on essaie de les détailler maintenant, donc histoire de comprendre un peu son fonctionnement, on a écrit le mot-clé switch ici, suivi de la variable analysée entre parenthèses, ainsi que d'une paire d'accolades. Dans les accolades, bien sûr, on a mis les cas de figure pour notre variable définie par le mot-clé case, suivi de la valeur qu'il doit prendre en compte. Cela peut prendre un nombre, mais aussi du texte et des D-points. Tout ce qui suit les D-points, donc le D-point d'après case, ici, maintenant on a mis les blocs à exécuter. Et après chaque case, on a mis les mots-clés break, qui veut dire qu'on est à la fin du premier cas, ainsi que pour le deuxième cas et le troisième, ainsi de suite qu'au quatrième. Dans l'ensemble, vous n'aurez pas de mal à comprendre le fonctionnement du switch. En revanche, l'instruction break vous posera peut-être problème. Donc tout ce qu'on doit savoir sur les mots-clés break, et que si vous ne les mettez pas, notre switch pensera que le cas qui a été déclaré juste en haut continue avec son parcours en bas. Donc on doit déclarer les switch, on met notre cas, par exemple les cas où l'utilisateur entre en main. Après qu'on ait fini à mettre ce qui va se passer, on met un break pour passer au cas suivant. Ok. Bien alors, pour finir avec les conditions, nous allons voir les ternaires. En fait, les ternaires, vous allez voir qu'elles sont très particulières, tout d'abord parce qu'elles sont très rapides à écrire, mais peu lisibles. Et surtout parce qu'elles renvoient une valeur. Pour que vous puissiez bien comprendre dans quel cas de figure vous pouvez utiliser les ternaires, nous allons commencer par un petit exemple avec la condition if-else, et puis après, nous allons voir à quoi ça va ressembler quand on va utiliser les ternaires. Ok, je vais effacer ces codes qu'on avait déjà écrits ici pour le switch et écrire notre exemple. On déclare une variable start message. Bon, c'est un long code, du coup je vais l'écrire et résumer la vidéo quand j'aurai fini à l'écrire. Ok. Donc ok, comme vous pouvez le voir ici, j'ai déclaré une variable start message qui contient une chaîne de caractères que j'ai écrit là, votre catégorie. J'ai déclaré aussi une deuxième variable que j'ai appelée end message, et puis une troisième nommée adulte, et dans celle-là j'ai mis notre fonction confirme. Et dans la fonction confirme, comme vous le savez, on met une chaîne de caractères dans ces parenthèses qui doit par exemple être une question, comme dans notre cas ici, on a juste demandé à l'utilisateur s'il est majeur ou pas. Ok. Puis ici en bas on vérifie if adulte, donc la fonction confirme va s'exécuter. Elle est contenue dans la variable adulte, du coup c'est elle qu'on a passé dans notre condition if adulte. Si l'utilisateur dit qu'il est adulte, end message va contenir 18 plus. Et s'il dit qu'il n'est pas adulte, end message va contenir moins 18. Ok. Maintenant, après que ça ait vérifié ce que l'utilisateur a écrit, on va alerter sur l'écran de l'utilisateur les contenus de notre variable du variable numéro 1 ainsi que du variable endMessage qui est nommé de la sorte. On essaie ça dans notre navigateur, voir ce que ça va donner. J'actualise la page, ça me demande êtes-vous majeur, je dis bien sûr que je suis majeur. Du coup ça dit votre catégorie est 18 plus. Mais dans les cas contraires où je dis que je ne suis pas majeur, je dis non. Ça dit je suis de catégorie moins 18. Ok. Maintenant, comme vous pouvez remarquer ici, cette condition, avec la condition ternaire, on a la possibilité de l'écrire en simplifié. Donc, on n'aura pas à écrire toutes ces lignes, on va juste écrire une seule ligne
qui va vérifier tout cela et puis nous afficher les textes là qu'on a mis à l'écran de l'utilisateur. Ok, et cela va se faire juste en modifiant ce qu'on a écrit ici. On va dire que notre variable endMessage sera égale à dict qui contient notre fonction confirm qui demande à l'utilisateur s'il est majeur ou pas. On met un point d'interrogation qui veut juste dire qu'on va tester les résultats que va retourner l'utilisateur via notre fonction confirm. Dans les cas où il dit oui qu'il est majeur, on va dire que notre variable endMessage sera égale à plus 18. Mais là, dans notre cas, notre variable endMessage sera égale à moins 18. Ok, et là, comme vous pouvez voir, on a écrit notre condition qui contenait au moins 3 lignes. On l'a écrit en une seule ligne. On essaie de voir ça dans notre navigateur. Êtes-vous un majeur? Oui. Et comme vous pouvez le voir, ça continue à marcher normalement. Ça m'affiche les messages attendus. Et dans les cas contraires, où je dis que je suis pas majeur, ça m'affiche que je suis pas majeur. Okay. Maintenant, si on essaie de décomposer notre condition ternaire, on va juste remarquer qu'on a notre variable endMessage qui va acquérir les résultats de la ternaire. Et on a la variable adulte qui va être analysée par la ternaire. Un point d'interrogation suivi d'une valeur, donc un nombre ou du texte, etc. Ça dépendra de vous. Et on a aussi des points suivis d'une deuxième valeur et enfin les points virgule marquant la fin de la ligne d'instruction. Le fonctionnement est simple. Si la variable adulte vaut true, alors la valeur retournée par la ternaire sera celle écrite juste après le point d'interrogation. Si elle vaut false, alors la valeur sera celle qui est après les deux points. Ok, comme vous pouvez le voir, ce n'était pas très compliqué. Dans cette vidéo, on a pu voir la condition if-else. On a aussi vu else-if. On a aussi vu la fonction confirm qui nous permettait d'afficher un message à l'écran de l'utilisateur pour lui dire s'il veut continuer l'exécution des codes ou pas. On a aussi vu la structure else pour dire si sinon dans les cas où un code n'est pas exécuté. Enfin, donc après on a vu la condition switch et puis finalement on a vu la ternaire. Ok, et je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous invite donc à l'aimer ou à la partager avec les amis. Et si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne, je vous invite à les faire pour être notifié des vidéos suivantes. Ok, maintenant ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, on va voir comment effectuer les conditions sur des variables. Ok, vous avez une variable quelconque et vous voulez par exemple effectuer une condition sur cette variable. Bien sûr qu'on avait déjà vu la fonction typeof dans les vidéos précédentes, mais on va voir une autre façon de faire cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Merci.